Littérature européenne comparée, partie 1. Introduction. 1. Qu'est-ce que la littérature comparée? On a tendance à utiliser littérature comparée au singulier pour désigner une discipline scientifique. Cela désigne la science comparative de la littérature. Elle définit la littérature, l'interroge dans sa singularité. La première caractéristique d'une œuvre est qu'elle est unique dans son style, dans ses éléments formels. Elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Cette discipline est souvent mise en rapport avec la littérature générale. La littérature comparée au pluriel est plus intuitive, car on compare plusieurs choses. Elle implique de mettre en comparaison plusieurs œuvres. Les deux notions se complètent, mais ne désignent pas la même chose. Quelles sont les frontières de la comparaison? On entend plus comparer des œuvres qui sont dans des ensembles linguistiques. Si on compare deux œuvres d'une même langue, par exemple, le français, on va dire qu'on va faire de la littérature française. Au final, il n'y a pas vraiment de définition. C'est un domaine vaste qui évolue. Mais au fond, qu'est-ce que la littérature? Il n'y a pas une seule réponse, car les différentes réponses ont évolué avec le temps. C'est un terme historique qui n'a pas été utilisé de la même façon. C'est au XVIIIe siècle, lorsque la littérature s'étend à toute la population, que le terme littérature, comme nous le concevons aujourd'hui, a été développé. Cela n'a pas toujours été le cas. Les œuvres dites historiques aujourd'hui rentraient dans les œuvres littéraires dans le temps. On pourrait donner une définition, celle du patrimoine littéraire européen. C'est une œuvre en plusieurs tomes qui est une anthologie de la littérature européenne depuis le Moyen Âge. La littérature est un ensemble de productions à visée esthétique au moyen du langage verbal ou du langage écrit. Cette définition ne règle rien, car le à visée esthétique demande de définir ces termes. On retombe dans la même difficulté que celle de définir la littérature. Le choix qui est fait est d'englober un patrimoine assez large de la littérature. Ce patrimoine fait le pari d'englober des auteurs de littérature au sens large. Ce langage verbal qui est oral ou écrit, cela implique que la littérature n'a pas toujours été écrite. Elle est d'abord et avant tout orale. On pense aux contes, aux mythes et aussi aux épopées. Il y a dans l'oralité des embryons qui ont donné ce qu'est la littérature. Entre autres, les noms propres. C'est un petit élément qui désigne quelqu'un et non pas à traduire un concept. Ces noms propres étaient une petite formule qui était parfois perçue comme sacrée. Les autres éléments sont les proverbes. C'est une toute petite intrigue. Cette littérature orale avait un rapport à la musique et au chant. À l'origine, la littérature avait un rapport étroit à la musicalité. On en a besoin pour comprendre les poèmes du Moyen Âge et les épopées. On écrit dans les temps anciens pour garder des traces. On écrit pour se souvenir. On garde donc des traces des peuples et de leur identité. La littérature orale traduit un besoin de mémoire. Dans un second temps vient la littérature écrite, qui ne se coupe pas de l'oralité. On fige la parole. Cela permet de ne pas perdre les textes. Cette fonction de consigner l'écriture a évolué dans le temps. Ce caractère d'écriture a changé le caractère de la parole, notamment de sacraliser la parole. Cela permet de modifier le style, le caractère de la parole. À partir de l'invention de l'écriture et encore plus de l'imprimerie, la littérature se démultiplie. Quand on compare des œuvres, il faut délimiter un contexte spatio-temporel de langue et après mettre en rapport différents ensembles littéraires. 2. Objet du cours. On va faire une sorte d'histoire de la littérature européenne. Le cours se divisera entre les points de vue généraux et un point de vue précis d'une lecture. Première partie. Des racines de littératures européennes aux origines du baroque. Chapitre 1. Émergence des littératures nationales et littérature médiévale de l'Europe occidentale, du 5e au 15e siècle. Le Moyen Âge commence en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident et termine en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. On va voir émerger petit à petit une littérature nationale et on va voir perdurer la littérature en latin. Le latin subsiste en Europe grâce à l'Église, mais aussi parce que la transmission du savoir se fait en latin. Donc, le latin reste la grande langue de référence à côté des autres langues européennes, qui émergent petit à petit. 1. Émergence des littératures nationales. A. Racines celtiques. Les Celtes sont un ensemble de peuples qui ont migré depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Irlande, et ce, à partir du XVe siècle avant Jésus-Christ. C'est une énorme vague de migration qui se fait sur un vaste territoire dans une large période. Ils s'installent aussi dans la Gaule, c'est-à-dire les régions de la Belgique, la France, etc. Cela amène le développement de la littérature et de la langue romaine. Cette civilisation gauloise subit l'influence romaine, sauf dans les extrémités de l'Europe, comme l'Irlande. L'Irlande est le territoire le plus isolé, il échappe à la domination romaine,
mais il est quand même touché par la langue latine lorsqu'arrive Saint Patrick. On voit apparaître la religion chrétienne et une littérature chrétienne en latin irlandais. L'Irlande est le meilleur réservoir dans la culture et de la langue celtique du peuple gaël. On conserve la tradition de la langue gaélique. On l'a mal conservée parce qu'elle est primitive, mais aussi parce que l'Irlande va être soumise à l'Angleterre qui va essayer de détruire la culture gaélique. La littérature a donc un accès difficile. Le premier texte gaélique que l'on a conservé est un texte religieux qui est du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ceux qui avaient accès à l'écriture étaient les ecclésiastiques. Ce qui ne veut pas dire que l'on produit que de la littérature religieuse. Les moines vont aussi mettre par écrit des textes épiques ou mythologiques. On met par écrit des textes que l'on ne transmettait pas par écrit. Cette tradition orale gaélique donne une littérature assez large avec des littératures religieuses et athées qui se mélangent assez bien. On a gardé un texte mythique de l'Irlande, le Livre des conquêtes de l'Irlande, qui est une grande compilation des textes qui tentent de constituer une histoire du monde et de l'Irlande. Il mélange les éléments chronologiques bibliques et gaéliques. Cela veut donner un passé prestigieux à l'Irlande. Il existait les dieux celtes avant la christianisation. Tout cela coexiste dans cette œuvre. On trouve une sorte de comptabilité grâce à la littérature. Il y a aussi la littérature à caractère épique. Le cercle épique irlandais est un ensemble de textes. On a su conserver quelques pièces, notamment le texte que l'on nomme la razzia des vaches de Coulet. Ce texte raconte une razzia de vaches, c'est-à-dire un vol de vaches. On y vole aussi des femmes. Dans ce texte qui parle d'une guerre entre deux peuplades, il y a une figure centrale qui est Cuchulainn. Il peut avoir un rapport avec l'Iliade. C'est une des plus grandes épopées écrites par Homère qui parle de la guerre de Troie. On peut faire un rapport car ce sont des épopées qui parlent d'une guerre. Coulet parle d'une guerre entre une province d'Irlande et 4 autres provinces. Cette province seule d'Ulster est défendue par ce personnage héroïque. Avant de mourir, il défie à lui seul tous ses adversaires. On retrouve les caractéristiques d'autres épopées. D'abord, il y a un nombre considérable de péripéties. Il y a aussi beaucoup d'éléments merveilleux. On ne retrouve aucune trace de christianisme dans ce texte. C'est le paganisme qui est mis en évidence, ce qui veut dire que ce texte se base sur des croyances très anciennes. Or, le manuscrit est du XIIe siècle, mais cela ne veut pas dire que l'histoire est inventée au XIIe siècle. C'est un texte qui peut être déconcertant, parfois la cohérence du récit peut paraître curieuse. La motivation du texte est celle de cette figure héroïque. Il se demande s'il faut vraiment tuer ses ennemis, mais il respecte le code du héros solitaire. C'est un code que l'on retrouve dans toutes les épopées. Il ne se bat pas pour lui, mais pour la collectivité. Ce sont des traits essentiels du héros épique. On retrouve ces traits dans le personnage de Roland qui aurait pourfendu un énorme rocher. On retrouve pas mal de traits épiques. Cette idée de quelqu'un qui respecte un code d'honneur, qui est presque invincible, mais néanmoins vaincu. Ce qu'on voit dans l'épopée de Cuchulainn, c'est un récit qui est destiné à légitimer les règles juridiques d'un peuple. L'histoire parle d'un roi et d'une reine qui se disputent pour savoir si celui qui a le plus de richesses. Ils se rendent compte qu'ils sont égaux à une vache près. C'est cela qui entraîne l'histoire. Elle va voler des vaches pour avoir plus de richesses. Cela nous apprend quel type de possession on avait à l'époque et ce que détermine une personne, c'est-à-dire les richesses qu'elle a. Le moteur de l'action est la jalousie de la reine. Il n'y a pas de développement de cette jalousie. Il n'y a pas d'introspection de la psychologie. La seule morale est celle des codes de loi, ce qui montre le caractère archaïque de ce récit. On ne fait pas attention au réalisme du récit. L'hyperbole est une caractéristique de ce type de récit. On retrouve aussi l'importance de la géographie des patronymes. Il faut se rappeler que les terres dont on parle ont une histoire, et qu'il y a aussi l'importance de la lignée. La répétition est une caractéristique. On répète des passages, des noms complets. Le héros est habité d'une certitude. Il sait ce qu'il doit faire. Il connaît le code guerrier et jusqu'au bout, il va défendre la valeur collective. La force physique du héros est hors norme et exagérée. Tout s'achève par la mort du héros, par le sacrifice de soi. L'épopée est d'abord le récit de fondation d'un peuple, d'un territoire, d'identité et de légitimation. On retrouve le caractère hyperbolique, mais aussi le caractère fondamental pour l'identité d'un peuple. La fonction principale de l'épopée est l'identification d'un peuple. C'est primordial dans la littérature archaïque. Cette littérature façonne une langue et aussi la culture. On peut aussi parler du pays de Galles avec Mabinogi, qui est la racine de la matière arthurienne, c'est-à-dire le cycle de légendes autour du roi Arthur et de la table ronde. On a une source de ce qui va être la base de beaucoup de textes médiévaux. Il y a encore l'Écosse, avec le cas particulier d'Ossian. Apparaît en Écosse de textes publiés par Macpherson. Il a fait paraître des œuvres sous le titre « Les poèmes de Macpherson ». Il prétend qu'il n'a fait que les traduire et les éditer et qu'il n'en est pas l'auteur. L'Écosse se retrouve soudainement un magnifique patrimoine.
C'étaient des textes supposés être écrits au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En réalité, Macpherson a en grosse partie tout inventé. Autant, certains se sont d'abord enthousiasmés par ses découvertes. Après, on a crié au faussaire. On pouvait quand même voir un engouement de poésie romantique où chaque pays met son histoire en avant. Retrouver un patrimoine historique à ce moment-là était une aubaine. B. Racines germaniques. On parle de textes allemands, anglo-saxons et scandinaves. Les Germains étaient les peuplades les plus importantes de l'Europe. Ils ont migré vers l'ouest et le nord-ouest. Il y a aussi une romanisation de ces peuples. C'est Charlemagne qui va créer une unité entre les différents territoires. Il y aura alors une deuxième vague d'invasion, celle de Vikings ou les Normands, c'est-à-dire les gens du Nord qui vont envahir l'Europe, y compris l'Irlande. Le plus ancien texte date du IVe siècle et est une traduction de la Bible latine en langue germanique. Il se divise en 3 foyers, anglo-saxon, islandais et allemand. Le foyer anglo-saxon parle de 2 peuplades, des Angles et des Saxons qui vont conquérir le territoire de l'actuelle Angleterre. On a conservé un texte Beowulf qui date du 8e siècle. C'est une épopée. Elle part de l'histoire germanique avec comme héros Beowulf et qui relate des faits qui sont passés au 6e siècle. Le personnage va au Danemark et doit surmonter un certain nombre d'obstacles. Il doit triompher de 3 épreuves principales et puis il meurt au combat contre un dernier ennemi. Le foyer islandais, c'est le plus riche des 3 pôles germaniques, parce que c'est une île qui est la dernière à être christianisée. Elle a joué un rôle de conservation des textes littéraires. Elle ne sera conquise qu'au 9e siècle. 2 des textes principaux sont les Eddas et Sagas. Les Eddas sont des recueils de poèmes mythologiques. Les Sagas sont écrites entre le 2e et le 14e siècle. Ce sont des longs écrits en prose, ce qui est déjà original pour l'époque. Elles empruntent des éléments à l'épopée, mais qui ne fait pas vraiment une épopée. La saga reprend des faits historiques, mais ce n'est pas un roman historique non plus. C'est un genre narratif assez moderne pour l'époque. Il retrace les faits héroïques d'un personnage où on parle beaucoup de la lignée des personnages. Ces personnages héroïques sont des rois, des saints, des colonisateurs de l'Islande et parfois même des personnages à caractère mythologique. Ces héros sont des exemples de destinées humaines. Ces héros sont moins hyperboliques. On appuie plus sur le caractère humain de ces personnages. On retrouve l'idéal héroïque de l'épopée, mais à un niveau plus humain. Le foyer allemand a une littérature chrétienne. Vers le 8e siècle, il y a des prières, des hagiographies, mais surtout une littérature païenne héroïque. Le texte phare est la chanson des Nibelungenlied, qui est écrit à la fin du XIIe siècle jusqu'au XIIIe siècle. C'est un texte en vers rimé. C'est un texte qui a énormément été récité. On parle d'une épopée en vers qui a été beaucoup racontée et qui a donc beaucoup été retranscrite. Les Nibelungenlied sont une peuplade. On connaît assez mal l'origine du texte. On sait que cela vient d'un fond historique germanique qui se transmettait d'abord oralement, puis en chant bref. On n'a qu'un seul témoignage qui dit que c'est un ensemble de multiples emprunts de chants épiques. Cette histoire est l'héritage de toute une mythologie dont on a peu de traces écrites. C'est probablement 2 cycles. Le premier, qui tourne autour de Siegfried et Brunhild. Le deuxième cycle, centré autour d'une catastrophe qui provoque la fin du peuple des Burgondes, c'est la combinaison de ces 2 œuvres. C'est une chanson primitive qui a été écrite au XIIe, XIIIe siècle que l'on conserve encore aujourd'hui. Elle se base sur des éléments plus anciens. Les personnages sont des chevaliers, pareils à ceux que l'on retrouve dans l'épopée arthurienne. C'est une œuvre en 3 parties. La première partie raconte les exploits de Siegfried. Il vient d'Irlande et il va au royaume des Burgondes pour épouser Kriemhild. Elle est princesse. Il veut la conquérir et pour cela, il va devoir accomplir plusieurs choses. Tout ce qui fait le folklore autour de Siegfried est synthétisé. On ne rappelle pas la mythologie qui est en arrière-fond parce que c'est censé être connu du lecteur. On a une mise en abîme dans l'histoire, on raconte une histoire. On raconte les exploits de Siegfried, notamment le trésor des Nibelungen. C'était un peuple de nains qui gardait un trésor. Avec les Nibelungen, il eut à connaître des histoires bien étonnantes, est une formule de rappel. C'est un style formulaire typique de l'épopée. On sait que Siegfried se bat avec un dragon et se baigne dans son sang. Le personnage qui raconte l'histoire rappelle le fait qu'il était invincible, mais aussi qu'il a un talon d'Achille qui se trouve entre les omoplates, car cette partie n'a pas été bien imprégnée du sang de dragon. Pour épouser Kriemhild, il va devoir aider Gunther. La première chose qu'il va faire, c'est conquérir Brunhild, qui est une valkyrie. Il va se battre au nom de Gunther. Au moment de la nuit de noces, elle veut résister à son mari. Siegfried va prendre la place de Gunther pour dompter Brunhild. Siegfried en profite pour voler un anneau et une ceinture. Il peut enfin épouser Kriemhild. Dans la deuxième partie, Brunhild a des doutes et fait une fête où Siegfried est invité. Les 2 femmes se disputent. Il y a une querelle féminine sur la question de préséance. Par orgueil,
Kriemhild va révéler la vérité sur sa nuit de noces. Elle veut se venger sur Siegfried. Elle va le tuer, mais avant, elle doit trouver le secret de la vulnérabilité de Siegfried. Brunhild s'estime vengée. Mais Kriemhild est morte de chagrin. Elle doit rester à la cour des Burgondes parce qu'on se dit que c'est un accident de chasse. Elle sait pourtant que c'est son frère, mais elle ne peut pas se venger de ses mains. On apprend que le trésor des Nibelungen a été dérobé et est jeté dans le Rhin. La troisième partie, Kriemhild épouse le roi des Huns pour se venger. Elle organise une fête et invite son propre frère. La fête tourne en carnage. Le meurtrier de Siegfried est tué et Kriemhild tue de ses propres mains son frère. Elle meurt aussi tragiquement à cause de son fratricide. Ce sont des motifs psychologiques qui poussent les personnages à agir et qui précipitent la finale. Il y a aussi de l'orgueil et de la rivalité qui provoquent tout ça. Tout le monde commet des fautes et a ses faiblesses. On rappelle aussi que Kriemhild est une femme et que la vengeance est une chose masculine. Ce n'est pas le rôle de la femme de se venger. Le texte est écrit au XIIe, XIIIe siècle. Il y a donc des éléments de cette époque dans le texte. Ce qui est en vogue, c'est le roman courtois. Cela montre comment la société s'organise, comment les fêtes s'organisent. On le voit bien dans les deux fêtes du récit. On les décrit très longuement, on décrit les mœurs de la cour, on décrit le faste de la cour, on parle aussi de la vassalité qui provoque les rivalités. Cela est encore plus exagéré par le caractère hyperbolique de l'épopée. Un des intérêts est de voir à quel genre l'œuvre appartient. Est-ce une épopée ou une œuvre plus romanesque avec le roman courtois ? Principalement épique, mais elle a déjà des caractéristiques romanesques. Elle est épique car elle a des traits de l'épopée. Elle est anonyme, elle a plusieurs voix et il y a plusieurs transcriptions. Au contraire des romans courtois. Elle a une forme du genre épique. Elle est en vers. Ce sont des strophes de 4 vers de type long. Elle est épique dans la manière de traiter le sujet avec un vocabulaire archaïque pour l'époque, une tendance à l'hyperbole. Il y a relativement peu d'introspection des personnages. On ne s'attarde pas à comprendre de l'intérieur les personnages. Il y a des éléments merveilleux, mais de manière limitée. Ce sont des éléments issus de couches plus anciennes. Par contre, il y a des éléments romanesques. Le narrateur intervient régulièrement pour commenter directement les événements. Les ressorts de l'action sont psychologiques, tandis que dans l'épopée, les ressorts de l'action sont plus héroïques. Les personnages agissent pour des motifs personnels. Le motif de l'action n'est plus le code d'honneur, mais plutôt l'amour. Le récit est le récit d'une décadence, d'une ruine à cause de l'orgueil des personnages. On met en avant une vision pessimiste du monde. On remarque que certains personnages parlent à une foi païenne, peu acceptable par la chrétienté, ce qui montre bien qu'on se base sur des choses anciennes. Les personnages croient au destin, mais en même temps provoquent leur propre perte. Il y a un vrai mélange entre les caractéristiques de l'épopée et les caractéristiques romanesques. Il y a une vraie influence sur l'œuvre du roman courtois, mais en même temps, les éléments d'origine restent bien ancrés. C'est une œuvre de transition. Ce type d'œuvre montre bien qu'on peut parler de choses qui ne sont pas anciennes, mais que le traitement de cette œuvre est original. Une fois que l'œuvre est écrite, elle est marquée par sa singularité. Cette œuvre va influencer d'autres œuvres. Wagner va écrire la fameuse tétralogie, l'anneau du Nibelung. Wagner réarrange l'histoire, même s'il emprunte le fond de l'histoire, elle n'a plus du tout le même sens. C'est une histoire liée par la passion de l'autodestruction.